voulait faire vivre en silence pour entendre le bruit du cœur qui bat, du cœur d'une foule, d'un pays, et peut-être d'ailleurs du monde entier, puisque c'est cette image qui est offerte par le consortium auquel nous appartenons à l'ensemble des télévisions qui sont en train de reprendre toutes les cérémonies qui vont passer le monde en l'an 2000. Et c'est un spectacle vraiment magnifique qui se termine à l'instant même sur la Tour Eiffel et qui va commencer, qui va enchaîner, vous allez le voir grâce à nos caméras, sur les Champs-Élysées, puisque progressivement, alors que la Tour Eiffel a l'air encore de trembler et d'être complètement électrifiée par ce qu'elle vient de nous faire vivre, progressivement vous allez voir les Champs-Élysées à travers un mixage d'images qui vont s'animer doucement, et puis vers minuit 10, minuit 12, la première grande roue commencera à tourner. Alors avant le début de ce spectacle et après cet embrasement magnifique de la Tour Eiffel, c'est vrai qu'on a envie de penser un petit peu au siècle qui est passé. Moi j'ai le souvenir que je me disais je verrai l'an 2000 et je ne savais pas ce que je ferais en l'an 2000. Et aujourd'hui on pense aux enfants, on pense à tous ces jeunes qui vont commencer le siècle au fond, et on a envie de leur dire allez au bout d'une passion, soyez heureux et surtout ayez envie de faire des choses, allez au bout ayez une volonté et soyez libres. Et on a envie de leur souhaiter surtout de l'amour. Avant le début de ce spectacle, je voudrais vous dire avec Patrick, je voudrais vous dire que cette année on la souhaite très belle pour tous. On a pensé tout à l'heure, Patrick vous l'a dit, aux plus démunis, à ceux qui ont souffert de ces tempêtes, à ceux qui ont souffert cette année, à ceux qui sont malades. Et puis, pensons aussi aux jeunes et à ceux qui vont nous suivre et qui, on l'espère, vont avoir un siècle lumineux. Alors tous les petits garçons, toutes les petites filles qui regardent peut-être, la plupart d'entre eux sont couchés, vont avoir de très belles images qui vont leur être proposées, aussi bien de la Tour Eiffel qui visiblement est en train de vivre ses derniers feux. Elle a donné quelque chose de tellement sublime pendant 5 minutes qu'on peut comprendre qu'elle se repose et qu'elle cherche à retrouver ce décompte qui maintenant ne sert plus à grand chose. Mais bon, il était prévu qu'il soit marqué 2000. Nous sommes dans l'an 2000 depuis maintenant 6 minutes. Merci de nous être si fidèles et de nous rester fidèles, parce que vous le voyez, au moment où s'ébranlent déjà ces quelques roues, ou des images de ce siècle qui vient de passer, peut-être du siècle à venir, tout en rappelant bien sûr que le siècle ne se terminera qu'à la fin de cette année, c'est-à-dire dans 365 jours, tout comme le millénaire. Mais disons, au fond, le spectacle de ces années 1000, que là nous avons définitivement enterré, ce spectacle va être remontré en boucle par la nature même de la roue, qui est de tourner, qui n'existe que depuis d'ailleurs 6000 ans. Jusqu'alors, nos ancêtres n'en avaient pas trouvé l'idée. Et cette idée, elle va être, je crois, bien exploitée par tous les créateurs qui vont nous faire vivre avec une ambiance de feu actuellement sur les Champs-Élysées. Une très belle ambiance, parce qu'elle remonte à nous pour l'instant. On entend cette clameur, on l'entend dans son état originel. Il n'y a aucune musique pratiquement qui la recouvre. On sent beaucoup de bonheur. Peut-être le désir pour certains, justement, d'enterrer une année qui s'achève, et puis pour d'autres, de croire en l'espoir. Alors on l'a vu déjà sur les images de Gilles Amado, les roues se sont succédées, on les a aperçues presque furtivement, on va les voir plus longuement tout au long de ce spectacle. On a vu cette première roue verte, je dirais, avec une sorte de toile d'araignée de verdure, une roue dessinée par un paysagiste, tout simplement, un jardinier qui a voulu prolonger l'idée de ces Champs-Élysées, dessinée à l'époque par un grand jardinier, le nôtre. Et puis ensuite, il y aura des roues de chorégraphes, 2 chorégraphes et une femme, la seule femme d'ailleurs qui a été sollicitée pour travailler sur l'une de ces roues. Il y aura aussi un musicien, un compositeur de musique, et puis il y a des plasticiens, des scénographes qui ont imaginé d'animer ces roues
d'en faire un peu le symbole du siècle qui s'écoule et du siècle qui commence ou qui commencera, comme vous le disiez, dans un an, mais d'un passage à un monde nouveau. Et puis il y a aussi, on le disait, un réalisateur de télévision, parce que sur ces roues, l'image est très présente. Le son, bien sûr, puisqu'on l'entend, vous sentez cette clameur et la musique, mais l'image, le symbole, au fond, puisque nous en vivons, nous y travaillons et nous l'aimons, l'image est quand même le symbole de cette deuxième moitié de siècle et la communication et l'explosion formidable de ces moyens de communication qui sûrement va marquer le début du prochain siècle et du début du prochain millénaire. Alors tout cela a été voulu, pensé par Patrick Bouchain, qui est un architecte de l'instant, un créateur d'espaces tout à fait exceptionnel, comme le théâtre équestre Zingaro, par exemple, à Aubervilliers, également de certaines des plus grandes scènes des Rolling Stones ou d'Iggy Pop. C'est l'homme qui a transformé également les usines Lu à Nantes en paquebot culturel et c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, à Nantes qu'il a découvert ce projet que lui proposait à la fois Jean-Jacques Ayagon et Catherine Trautmann. C'est dans 3 minutes maintenant que la première de ces roues se mettra en branle. Il y avait, le disions-nous, dans l'esprit des organisateurs de la mission 2000, plusieurs possibilités, bien sûr, d'entrer dans l'an 2000. D'abord, cette idée simple. Habituellement, pour entrer quelque part, on pousse une porte. Donc, il y a beaucoup de portes un peu partout, dans des villages, dans des villes de France. Et vous en avez vu, vous en reverrez tout au long de la nuit. Et puis, il y a cette idée, voilà, qui entraîne la fête, qui l'entraîne encore mieux, parce que c'est une roue sans fin, ce sont des roues sans fin, et les gens ont l'air d'être très heureux. Et encore, ils n'ont rien vu, ou disons, ils n'ont pas tout vu, puisque c'est à minuit 12 que la première, celle que vous voyez là en amorce de la caméra de Gilles Amado, que cette première libérera tout un essaim d'oies sauvages. C'était supposé en tout cas être des oies sauvages, ce seront des ballons, mais vous verrez que le symbole est très très beau parce que c'est une roue qui en effet est destinée à rappeler ce qui était la vocation des Champs-Élysées. C'était des champs, hein, tout simplement. Il faut même dire à un moment donné que c'était des champs de courges ici. Et puis progressivement, avec le fil de la modernité, on a vu un certain nombre de constructions et cela, on le rappellera dans quelques instants. Alors la Tour Eiffel existe toujours quand même, hein. Moi je trouve qu'elle tremblote, elle est magnifique, elle scintille. Et vous vous souvenez, Patrick, sans doute pas bien évidemment, mais cette Tour Eiffel, à la fin du 19e siècle, elle était éclairée que par des becs de gaz et tout ça a bien changé. Et le décompte que malheureusement nous n'avons pas vu ce soir, nous avons vu jusqu'à 19h, eh bien ça fait 1000 jours qu'il était installé sur cette Tour Eiffel qui maintenant scintille, mais cet objet de fer qui mesure plus de 380 mètres et qui avait été érigé pour cette exposition universelle en 1889, oui. Eh bien elle est toujours là et c'est vrai qu'elle symbolise à la fois Paris bien sûr mais l'Europe tout simplement pour le monde entier. Et c'est d'ailleurs ce signal qu'elle est en train d'émettre, vous le voyez, ce petit faisceau lumineux qui vient vers vous de temps à autre, qui est un signal qui pour nous évidemment a beaucoup d'importance puisque c'est de la Tour Eiffel que sont diffusées la plupart des émissions de télévision. Et c'est de télévision, et c'est là d'ailleurs qu'un peu avant la guerre, ont été tentés des choses. Alors vous voyez, on parlait de cette fameuse roue, la fameuse roue Simon. Alors là voilà avec ces oies représentées aujourd'hui par des milliers de ballons qui sont adressés au départ à la foule, mais évidemment sous l'effet du vent aux voies les plus aériennes. Et cette espèce d'immense bâche, qui est une bâche champêtre, qui progressivement va la dévoiler. On voit qu'elle est en train de se déshabiller, cette roue, et qu'elle va nous montrer en ses flancs un certain nombre de spectacles champêtres. Il est dommage que Étienne Moujotte et Robert Namias, qui copilotent cette émission, n'aient pas encore inventé la télévision olfactive, parce que vous senteriez le foin. Et on entendrait les oiseaux et vous voyez, c'est comme des haillons dont la roue de ce Jacques Simon va se débarrasser progressivement
comme si elle allait laisser la nature s'éveiller et produire ses sons et ses odeurs. Il faut dire que Jacques Simon est donc un paysagiste, mais c'est un paysagiste un peu particulier. Il est spécialisé dans des œuvres éphémères, de ce qu'on appelle le land art, c'est-à-dire de paysages étranges. Il est reconnu internationalement, il a enseigné un peu partout, en France, mais aussi au Canada et aux États-Unis. Et sa philosophie pourrait se résumer, je dirais, Patrick, à un slogan, un peu trivial peut-être, pardon: sans les paysans, je m'emmerde, signé La Terre. Oui, c'est un slogan qu'il avait écrit il y a 8 ans dans un champ de luzerne. Et évidemment, lorsque la luzerne est arrivée à terme, on a découvert ce qu'il avait écrit. Et c'est assez amusant parce que pendant la Révolution, il se trouve que la marquise de Marbeuf fut guillotinée pour avoir semé de la luzerne sur les Champs-Élysées. Donc vous voyez, il y a 2 siècles, il y avait déjà des gens qui avaient des idées de luzerne. Alors il semble, nous dit-on, parce que là où nous sommes quand même, on ne peut pas le sentir, que normalement on devrait, si on est tout à fait autour de la roue Simon, comme le sont nos caméras, qu'on devrait sentir un petit peu ces odeurs de luzerne, de feu de paille, de terre grasse qui sont donc diffusées tout autour de cette roue. Cette roue qui symbolise bien sûr l'agriculture en perpétuelle mutation, le mouvement de cette roue à la fois gros insecte bourdonnant ou machine agricole monstrueuse. Il faut savoir que son auteur l'a définie comme un Titanic rural. Tout un programme. Alors elle bouge, elle fait du bruit, elle est animée, c'est une roue agricole qui veut symboliser l'incessante mutation de l'agriculture et de l'homme. Les deux sont liés, en tout cas elles le sont pour Jacques Simon. Et c'est une roue qui, donc, jusqu'à minuit, vous l'avez vu, il y a encore un quart d'heure, est camouflée par ce filet sombre sous une lumière marée. Alors là, semble-t-il, notre réalisateur Gilles Amado est passé d'abord à des plans larges de toutes les roues qui se sont toutes mises en mouvement en même temps. Et surtout à la deuxième roue, donc je vous le disais, ces roues sont installées sur les Champs-Élysées mais en remontant, c'est-à-dire à partir de la Concorde. Donc la première roue de Jacques Simon, le paysagiste. La deuxième roue, intitulée Le Grand 8, se mettre en roue libre, a été imaginée par une compagnie de théâtre de rue, une compagnie qui s'appelle Générique Vapeur. Et cette roue, d'une certaine façon, a été conçue comme une couronne mortuaire. C'est-à-dire que l'auteur, le créateur, a voulu, par cette roue et par cette animation, enterrer l'année qui vient de s'écouler. Des objets divers vont être ramassés par cette roue qui va peu à peu se transformer en pelleteuse. Alors il y a des chars d'assaut, des jeeps, des caravanes, des voitures. En fait, tous les objets qui symbolisent, je dirais, le mal peut-être dans ce siècle. En tout cas selon le créateur, parce oui. qu'il y a les guerres, bon ça paraît normal, le capitalisme, le colonialisme, Napoléon, le pauvre Napoléon, enfin il faut le jeter selon lui, donc il doit disparaître avec le 19e, le 20e, tout ce qu'il y avait de mauvais. D'ailleurs il y avait un grand créateur qui est Alfredo Arias qui lui-même avait voulu mettre une roue qui malheureusement pour des raisons de sécurité n'a pu être installée, qui était une roue qui devait brûler tout ce qu'il y avait eu de maléfique dans ce siècle qui est en train doucement d'expirer. Mais le préfet de police a dit finalement que ce n'était pas possible de permettre ce bûcher géant sur les Champs-Élysées. Il y avait quand même trop de risques d'incendie. Alors voilà la Tour Eiffel. À noter simplement que tout ce spectacle que nous venons de voir était illustré musicalement par un groupe de rock industriel Metallo Voice. Mais voilà la Tour Eiffel qui, vous le voyez, scintille avec à son sommet, Patrick, une sorte de phare installé comme qui n'est pas Jean-Claude Narcy, qui est juste en dessous. Un phare qui va donner aux marins perdus dans la capitale la direction. Voilà cette Tour Eiffel. Et qui à chaque fois revient vers nous, donc sur les 180 degrés, alors qu'elle est encore toute tremblotante. Il faut dire qu'elle n'en revient pas de l'effort exceptionnel qu'elle a produit grâce à notre ami Pépin qui a fait quelque chose de vraiment somptueux. Et je crois que ce signal que tout le monde est en train de regarder dans le monde entier, qui est offert à tout le monde, et qui représente le passage à l'an 2000 de toute cette partie de l'Europe occidentale, ce spectacle, à mon sens, va rester très longtemps imprimé sur les rétines. Alors nous sommes revenus sur les Champs-Élysées et à cette roue de Générique Vapeur
qui a été imaginée par cette troupe de comédiens des rues. Cette compagnie avait été créée en 84 et elle s'était installée à Marseille dans des anciens abattoirs, et depuis 15 ans elle regroupe une vingtaine de personnes et elle invente des spectacles de rue ambulants où sont mélangés le théâtre, la musique, les engins. Très souvent, Générique Vapeur utilise tout simplement les objets de la vie quotidienne, les objets de la vie courante dans la ville, des taxis, des voitures. Il y avait d'ailleurs eu en 97 un spectacle assez mémorable intitulé Taxi Opéra Urbain pour 12 voitures et population. Et puis vous le voyez, une chorégraphie est imaginée et surtout un trampoline au pied de cette roue. Un spectacle de trampoline tout à fait extraordinaire assuré par Lionel Pioline, qui est champion du monde de la spécialité en 84, 85 et 89. Alors on ne s'en rend pas compte parce que c'est assez difficile de les entendre, mais il nous semble, en tout cas on nous l'avait annoncé, qu'au sol, les comédiens récitent des aphorismes. Et puis ça n'empêche pas certains de faire du trampoline avec des échelles, ce qui est quand même assez courageux, et de tenter des représentations du monde qui s'écroule avec justement toutes ces années 1000, ce monde qu'il a représenté avec ces pelleteuses qui d'une certaine façon envoient tout à la casse, et avec quand même un petit désir de lustre en cristal, vous voyez, pour quand même donner un peu de bonheur à tout cela. Alors voilà, vous avez aperçu aussi les petites balises qui, voilà, ces fameux lustres qui symbolisent tout de même la joie et la fête. Sur cette roue de forain, a précisé que cette roue nous vient de Suède et qu'elle mesure un peu plus de 22 mètres. C'est la roue Axel que donc son créateur a choisi, parce que les créateurs qui ont été sollicités ont été amenés à choisir leur roue. Au fond, on a fait un marché de roues en Europe. Et ce Générique Vapeur, cette compagnie a choisi cette roue Axel, et ça a été le cas pour chacun des artistes qui ont travaillé pour le spectacle de ce soir. Alors un funambule est en train de marcher tout en haut de cette roue. Au pied de l'édifice, il y a une coursive qui permet à une quarantaine de comédiens, vous les voyez là actuellement, de déambuler et de faire défiler des sculptures en carton. Je pense que là on les verra peut-être un peu plus proches de nous. En tout cas, il y a des chars d'assaut. Bon, je vous rassure de suite, ils sont en carton. Il y a des jeeps, des voitures, des caravanes. Alors un petit tour à Londres, là, le temps qu'on passe sur une autre roue, et le temps que Isabelle se retourne. Voilà, elle est à l'antenne. Isabelle Vaillancourt. Alors d'abord, votre différence de localisation avec Patrick Bourrat. Vous êtes où? Vous êtes au Millennium, vous êtes à Greenwich. Isabelle, vous nous entendez? Non, Isabelle ne nous entend pas. Isabelle, vous êtes avec nous? Vous êtes avec nous, vous pouvez intervenir. Bon, elle n'entend pas. Alors, on va essayer de rétablir le son. Pendant ce temps-là, vous voyez donc cette roue Simon qui fut la première qui s'est débarrassée tout à fait de cette gangue végétale. Vous voyez la roue Générique Vapeur, et puis actuellement donc le démarrage d'une roue que l'on voit voilà un petit peu plus loin dans le lointain, qui sera la troisième, qui s'appelle Endless, c'est-à-dire l'éternel recommencement, une roue imaginée par Ange Leccia. Je vais essayer de voir, oui, avec... Elle est à Londres. Est-ce que Isabelle nous entend? Isabelle, peut-être nous entendez-vous à Londres? Oui, je vous entends. Où êtes-vous par rapport à Patrick Bourrat que nous avons interrogé tout à l'heure? Alors Claire, je suis exactement devant le dôme, ce fameux dôme qui va être inauguré dans quelques minutes par la reine et Tony Blair. La reine est arrivée il y a quelques instants, il y a plus de 10 minutes. Elle a été saluée par Tony Blair qui était déjà présent avec sa femme, Chérie Blair, qui l'accompagne. La reine est arrivée, c'était assez impressionnant comme spectacle. Elle a remonté la Tamise accompagnée de son mari, le duc d'Édimbourg, ainsi que de sa fille, la princesse Anne. Lorsque la reine est arrivée sous le dôme, sous cette immense toile dont on a beaucoup parlé, elle a été saluée par une immense clameur. Il y a plus de 10 000 personnes sous le dôme qui sont là pour inaugurer ce dôme avec la reine. Dans quelques minutes, la reine va symboliquement ouvrir une porte pour signifier le passage de la Grande-Bretagne à l'an 2000. Il faut préciser, Isabelle, que sous ce dôme, pendant un an, va être organisée une grande exposition, je crois, qui va symboliser tous les objets de l'an 2000 et ce que l'on va vivre l'année prochaine, au fond, et pendant un siècle.
Absolument, Claire. Sous cette immense bâche, cette immense toile, il y a en fait 14 zones d'exposition, mais qui oscillent un petit peu, je dirais, entre le Futuroscope et le Luna Park. Nous avons pu visiter cette immense exposition qui en fait parle du corps humain, parle de l'esprit humain, parle de la communication et, comme vous l'avez dit, expose les objets du futur, mais expose aussi les objets du passé, les problèmes de notre siècle, de ce siècle que nous sommes en train de quitter. Avec un dôme très impressionnant, puisqu'il y a le plus grand toit du monde au-dessus de vous. Il y a 365 mètres de diamètre, 1 km de circonférence, 50 mètres de hauteur. Apparemment beaucoup de superlatifs en Grande-Bretagne. Beaucoup de superlatifs, Patrick, vous l'avez dit, et j'en rajouterai un. Il faut dire que ce dôme a coûté plus de 8 milliards de francs, soit le prix de la Grande Bibliothèque nationale à Paris. Et c'est un coût, en fait, qui a suscité beaucoup de polémiques, je dois dire, à Londres. Mais malgré tout, ce soir, on veut utiliser tous les superlatifs. Avec, je crois, Isabelle, aussi un embrasement de la Tamise que tous les Anglais attendent maintenant. Absolument, nous avons traversé tout Londres pour arriver ici au Dôme à Greenwich, qui est situé sur le méridien de Greenwich, qui est donc tout à fait à l'est de Londres. Il y a des milliers de personnes, je dois dire, à Trafalgar Square, dans tout Londres, tout le long de la Tamise, et ils attendent cet embrasement dont vous parlez, un embrasement qui aura lieu exactement après les 12 coups fatidiques de Big Ben. Donc je rappelle que ce dôme a été imaginé par Rogers, l'un des architectes qui était d'ailleurs l'auteur avec Renzo Piano du centre Beaubourg, du centre Pompidou. Voilà, nous rejoignons. Et qui est devenu Sir Richard d'ailleurs, anobli par la reine. Alors, troisième roue. Absolument. Alors toujours les Céroux des Champs-Élysées, la troisième, imaginée donc par le plasticien Ange Leccia, corse d'origine. Ah oui, c'est un garçon très sympathique qui lui est allé trouver sa roue en Norvège, puisqu'on l'expliquait tout à l'heure. C'est essentiellement dans les pays du Nord que les roues pour l'instant sont au chômage technique. C'est une roue qui fait 17 mètres de diamètre, ce n'est pas la plus grande, de loin. Elle s'appelle Superloop. Et sur elle, il y a la symbolique d'un temps qui recommence sans cesse, puisqu'on va voir des séquences qui vont durer une dizaine de minutes d'images vidéo. Et cette image particulière est évidemment très, très sympathique, en tout cas très, très chère au cœur de l'artiste, puisque c'est celle de sa fille. Il y aura un mélange d'images dites heureuses, où Ange Leccia est allée filmer des adolescentes anonymes pour la plupart chez elles. Elles chantent leurs chansons préférées, peut-être qu'on va pouvoir les entendre, vous voyez, on les voit murmurer en tout cas, ou elles offrent juste leur regard. Et on l'a vu tout à l'heure, au tout début, sa propre fille a été filmée, disons, en apnée, c'est-à-dire pratiquement une sorte d'ambiguïté entre l'enfant et l'adulte, et peut-être, selon le désir de l'artiste, en tout cas, entre la vie et la mort. Et ce mélange d'images de malheur et de bonheur, d'images d'enthousiasme, d'amour, de fécondité, de création, mais aussi de guerre et de feu, vous l'avez vu déjà, ce mélange d'images est entouré, je dirais, de fumée et d'effets pyrotechniques, et c'est ce qu'a souhaité Ange Leccia. Pour cette roue qui symbolise un temps qui recommence sans cesse, avec ces séquences vidéo piochées, tirées de la vie des jeunes, du bonheur et du malheur. Alors on va revenir à Londres, on va changer de correspondant, on va passer sur Patrick Bourrat. Vous êtes distant de combien de kilomètres d'Isabelle, pour qu'on se repère bien la différence qu'il y a entre le centre de Londres où vous êtes et Greenwich? Très peu. 6 ou 7 km à vol d'oiseau à peu près, Patrick, Claire. Alors ces 6 ou 7 km vont être complètement illuminés? Oui, entre le London Tower, le pont de Londres et puis le Vauxhall Bridge, le pont de Vauxhall, à peu près sur une distance de 5 ou 6 km, il y a des péniches au milieu de la rivière qui portent 40 tonnes d'explosifs, 40 tonnes de feux d'artifice qui vont être allumés aux 12 coups de minuit, aux 12 coups sonnés par Big Ben qui se trouve derrière moi. Et c'est pour cela que la Tamise devrait s'embraser avec une flamme haute de 60 mètres. Nous sommes à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau là de Greenwich. On n'est pas très très loin. Je suis à l'ouest d'Isabelle et sur la rive sud. Patrick, je voudrais vous montrer quelques images filmées par Nicolas Ruel et par Gilles Tuban il y a 1 heure de cela sur le pont de Westminster. Je voudrais vous montrer la foule. C'est impressionnant, on dirait une sortie de match de Manchester contre Liverpool. C'est incroyable.
Et elle est très jeune, cette foule, très très jeune, mais en même temps très bon enfant. Je crois que tout le monde a beaucoup bu parce qu'il fait assez froid ici, mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de hurlement. Il y a des coups de sifflet, tout le monde est déguisé, les gens nous adressent la parole avec gentillesse, beaucoup essayent de parler français. Il y a une chaleur dans cette jeunesse qui porte, et nous sommes très très entourés. Chaque fois qu'on prend la parole, d'ailleurs ici sur cette estrade, souvent on est ovationné, et je vous promets que c'est vraiment très très chaleureux, c'est très touchant d'être entouré par tous ces gens. On a peur que l'écart de transmission soit bousculé parce qu'ils sont montés partout sur les toits, autour des antennes, ils arrachent les câbles, ils marchent partout et on se demande si on pourra encore continuer la transmission. Il y a maintenant près d'1 million de personnes autour du pont de Westminster et de Big Ben, Patrick. Parce qu'il faut rappeler que vous n'êtes toujours pas en l'an 2000, on a ce petit avantage sur vous, et Dieu sait s'il y a une rivalité séculaire, traditionnelle entre Français et Britanniques. Vous, c'est dans 32 minutes seulement. Oui, un petit peu de retard, nous on se prépare, vous voyez, nous sommes très dignes avec ce gothique très victorien derrière nous, et nous sommes patients et nous attendons notre tour, et puis comme ça, bien évidemment, l'Angleterre va pouvoir triompher seule et présenter son feu d'artifice et son spectacle au monde entier, mais seule, sans la concurrence de Rome ou de Berlin, comme vous l'aviez tout à l'heure, Patrick. Oui, alors, pendant que vous étiez en train de nous parler, on voyait déjà défiler à l'antenne un retour sur Paris, cette fois-ci sur les Champs-Élysées, avec notamment cette roue qui est assez impressionnante. Hein, c'est la roue du cirque, la roue de Claude Crespin, qui est en fait un ancien clown et responsable de cirque, mais d'un cirque, je dirais, nouveau, d'un cirque à l'américaine, d'un cirque baigné d'influences d'outre-Atlantique, qui s'inspire, vous le voyez, de la comédie musicale. Alors, il y a des acrobates, des danseurs, sur cette roue qui s'appelle No Bug Day. D'ailleurs, en effet, il n'y a pas eu de bug, hein, faut le rappeler au passage quand même, mais apparemment, à part la Tour Eiffel, il n'y a pas eu de bug dans le monde entier. On fera le compte, bien évidemment, demain matin et surtout lundi, quand toutes les places auront ouvert, mais pour l'instant, pas de bug. Alors cette roue No Bug Day donc est en fait une sorte de concert acrobatique et funky. C'est la musique funky qui inspire ce Claude Crespin, qui a beaucoup travaillé en fait au Québec, au Canada, qui est installé à Montréal et qui s'est donc frotté à l'expérience américaine et qui a aussi fondé des compagnies de cirque en France, et notamment la compagnie de cirque de Châlons. C'est un spectacle de cirque nouveau qui fait appel surtout à l'acrobatie, à la musique et à la danse. D'ailleurs, il faut penser à ces 20 jeunes artistes qui sont issus de l'école du cirque de Rosny, qui, pour la plupart, et même je crois d'ailleurs pour l'essentiel, sont en train d'effectuer devant vous leur première représentation en public. Figurez-vous qu'ils ont donc près d'1 million de personnes sur les Champs-Élysées qui les regardent, sans compter les milliards de téléspectateurs. C'est vraiment très joli, très impressionnant, et surtout un bel hommage au cirque. Le cirque qui, on l'a plusieurs fois rappelé dans nos différents journaux télévisés, a été assez durement atteint par les violents coups de vent qui se sont abattus un peu partout en France, notamment sur Paris. Et très rapidement, d'ailleurs, les forains se sont repris en main et juste sont en train de revivre, à l'image de cette petite roue. On aperçoit d'autres roues, cette roue, donc vous l'avez vu, pour en finir avec cette roue de Claude Crespin, qui était à l'intérieur de laquelle une grande toile d'araignée de fibres optiques luminescentes était tissée, que l'on a pu voir d'ailleurs en alternance avec cette fameuse étude de Léonard de Vinci, l'homme de Léonard de Vinci dans sa roue, l'homme dans sa roue. Oui, c'est une roue avec une toile d'araignée de fibres optiques luminescentes qui s'appelle en fait Dreamcatcher. Alors là, vision plus panoramique sur l'ensemble des Champs-Élysées. Je rappelle que la première roue se trouvait tout en bas, tout près de la Concorde, et que la toute dernière s'arrête non pas devant l'immeuble Publicis, mais bien avant, devant l'angle de l'avenue Georges V et des Champs-Élysées, c'est-à-dire pratiquement devant le Fouquet's, qui a été tout récemment rénové, à, je dirais, à peu près 500 mètres de l'Arc de Triomphe. Et ces Champs-Élysées, qui mesurent en tout 1,8 km, sont donc pour l'instant parcourus par un grand nombre de roues, dont 4 déjà se sont mises en mouvement.
Je rappelle qu'il y en a 11 en tout et que intercalés entre chacune de ces 11 roues, il y a de jolies petites roues type moulin à vent qui, elles aussi, circulent à la vitesse de ce moment sur les Champs-Élysées, qui est un moment très festif et semble-t-il vraiment très bon enfant. Ce qu'on en voit, nous sommes là chez Maître Théo Klein au 6e étage d'un immeuble des Champs-Élysées et on voit bien qu'en bas il y a vraiment une très très bonne ambiance. Et les gens sont très massés par rapport à ce que vous voyez tout à l'heure. On est obligatoirement autour du million ou du 1 500 000 personnes. Et là évidemment ils ont sûrement pas mal de difficultés à se déplacer d'une roue à l'autre. On leur conseillerait volontiers de regarder TF1 et donc d'avoir ce spectacle dans son entier, remarquablement réalisé par Mathias Ledoux. Mais c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux et qu'ils commencent à être serrés devant chaque roue. Alors, si ils se déplacent, et en tout cas pour vous qui êtes devant votre téléviseur, vous allez découvrir la 5e roue qui s'appelle The World Wheel. Qui est la roue de Jean-Luc Villemus, qui est un plasticien, qui aime bien jouer sur les mots, et en l'occurrence sur le mot World, qui peut se prononcer World, et ça c'est le monde, ou World, et là c'est le mot. Et c'est une roue qui va faire appel à Internet. On verra un certain nombre de messages qui arriveront d'un peu partout et qui seront destinés à montrer que le monde est une toile d'araignée, un petit peu à l'image de certaines de ces roues. Depuis septembre, tous les messages ont été enregistrés sur un site internet. Les gens du monde entier ont laissé ces messages qui vont être donc entièrement diffusés sur cette roue sans aucune censure, avec une totale liberté. Ces messages arrivent sur un fil déroulant et puis ensuite restent fixes un certain temps pour permettre la lecture. Cette roue est elle-même ornée de messages également écrits car il y a la machine, il y a aussi l'écriture à la main. Ah oui, là c'est une bonne idée parce que ça ressemble aux prières tibétaines, voilà. Un petit peu ce qu'on peut installer comme ça de ci de là. On vous laisse regarder ce spectacle. Donc là on en est pour l'instant à 5 roues que vous avez pu vivre et qui remontent progressivement, parfois un peu paresseusement les Champs-Élysées. Avec, je pense, vous pourrez en avoir quelques images fugitives, d'assez jolies petites roues, là, celles que nous voyons. Se sont embrasées. Voilà, oui, justement. Déjà. Les danseuses sont. J'aimerais bien qu'il puisse y avoir un petit plan. Voilà, on les voit là au tout premier plan. Ces petites balises qui d'ailleurs à la fin du spectacle devraient en principe lâcher à la fois de la neige artificielle et des sortes de pétales comme si elles se débarrassaient définitivement de leurs atours. Alors on sait que Paris est le centre de la France, on sait que c'est la capitale, mais c'est quand même pas le nombril du monde. Alors on pense à Lyon par exemple, Michel Floquet, Lyon ou Marseille, toutes ces grandes villes qui égalent en munificence ce qui se passe à Paris pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe très précisément place Bellecour? À passer dans la ferveur, dans la joie. On n'a jamais vu autant de monde ici à Lyon. Je ne sais pas si vous les entendez derrière moi pour fêter ce passage à l'an 2000. Un passage empreint de poésie et même de gravité parfois quand Jacques Higelin a égrené le décompte. Je vous propose de voir en image comment Lyon est passé à l'an 2000. Regardez, les images de Richard Ugolini. Merci. C'est l'an 2000. Jusqu'à
Et c'est maintenant la deuxième et dernière partie du concert qui vient de démarrer. Femi Kuti, le roi d'Afrobeat. Et vous avez une idée, je crois, de l'ambiance qui règne ici. C'est de mémoire de Lyonnais, on n'a jamais vu ça. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Alors, retour sur la Tour Eiffel qui continue à scintiller. On peut vraiment dire que Yves Pépin et son pyrotechnicien Christophe Bertonneau ont fait un travail exceptionnel. Parce que cette Tour Eiffel qu'on disait moribonde tout à l'heure, vers 6 h du soir, quand on l'a vu commencer à arrêter son décompte, eh bien, elle est on ne peut plus vivace. Et elle exprime au monde entier bien la joie que Paris et que l'ensemble de la France a passé dans l'an 2000. Alors le spectacle pendant ce temps-là sur les Champs-Élysées se poursuit. On a revu assez longuement, vous avez pu le voir pendant que nous allions rejoindre Michel Floquet à Lyon. En attendant Michel, la roue de Claude Crespin, qui est cette roue de cirque et de clown, qui est l'une sans doute des plus animées, puisqu'elle a fait appel, on vous l'a dit, à une vingtaine de jeunes artistes, de jeunes acrobates qui ont interprété là quasiment leur premier spectacle en public. Et puis ensuite, nous allons passer aux roues de chorégraphes, et notamment à la route d'une chorégraphe qui s'appelle Cécile Proust. Et vous allez le voir, elle a utilisé pour son spectacle les parties les plus élémentaires du corps, la tête, les mains, et surtout les mains, puisqu'elle a réussi à... Une spécialiste des mains de femmes, surtout. Des mains de femmes, et des mains de femmes dans le monde entier. Puisque mais là, vous continuez à voir, vous voyez, ces acrobates qui, comme des petits ludions, se promènent sur la roue de Claude Crespin. Nous vous laissons les voir. Et puis toujours ces petites balises enflammées, ces petites danseuses qui... voyez les mains, vous apercevez les mains sur la roue de premier plan, les mains de femmes qui ont été donc imaginées par Cécile Proust. Alors avec Cécile Proust, on retrouve Jacques Höpfner pour une roue qu'ils sont allés chercher aux Pays-Bas. C'est une roue qui fait une quinzaine de mètres de diamètre. Vous voyez, c'est cette roue donc qui se trouve au premier plan avec une douzaine de vidéoprojecteurs qui sont situés sur la tranche de la roue et qui envoient donc des images de femmes, de mains de femmes filmées un peu partout dans le monde, en Palestine, en Israël, au Portugal, en France, en Afrique du Sud, au Japon. Des images de mains au travail, des mains de toutes les couleurs, des mains belles, parfois usées par l'âge, par le travail, qui témoignent de la diversité des conditions, mais aussi, selon l'artiste, selon le vœu de l'artiste en tout cas, des atteintes à la dignité de cette moitié de l'humanité. On aperçoit les mains effectivement que vous décriviez, mais là de retour à la roue Claude Crespin. Ah oui, qui est de loin la plus spectaculaire. La plus spectaculaire. Alors il faut dire que les roues, pour qu'on les représente un petit peu pour ceux qui ne peuvent pas les imaginer, sont à peu près à 2,50 m sur un podium, disons au milieu des Champs-Élysées, que les gens peuvent circuler, voilà, on les voit les gens justement, ils peuvent circuler autour de ces roues, en tout cas ils le pouvaient il y a encore une demi-heure, maintenant vous le voyez, ils commencent à être de plus en plus massés, un peu plus englués, et ils sont donc autour de ces roues. Pour l'instant, ils ne cherchent pas à les prendre d'assaut et c'était quand même une des grandes craintes de la préfecture de police. Ils vivent ça au rythme d'une fête. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'éminemment festif, de joyeux, aussi bien dans les cabrioles de ces petits ludions, de ces petits tounous. Il y a beaucoup de bonheur et beaucoup de bonheur également dans les yeux des gens qui les regardent et qui sont donc parqués à une distance extraordinairement raisonnable d'ailleurs de ces différentes roues. Alors il faut dire que donc ce sont des assez jeunes artistes à qui on a fait appel. C'est vrai qu'en France il y a un foisonnement au fond de jeunes compagnies, de troupes qui ainsi vont chercher des bras et des mains, je dirais, dans les quartiers difficiles, dans les banlieues, et qui aident ainsi les jeunes à se réinsérer. Alors là, Patrick, nous sommes sur la roue de Villmout. Oui, celle dont on parlait tout à l'heure, cette fameuse une des roue, plus belles, hein. Voilà, qui fait appel aux internautes, à tous les messages qui sont lancés depuis septembre maintenant sur un site internet, et les gens du monde entier ont laissé des messages assez courts, hein. Il fallait que ça dure, je crois, que ça n'excède pas les 40 sigles, et ces sigles-là passent
au rythme du désir d'ailleurs de ce plasticien qui est Jean-Luc Villemout et qui les montre. Et voilà, ça y est, la Tour Eiffel enfin a retrouvé ses couleurs d'antan. Enfin d'antan, c'est difficile parce que jusqu'alors elle était à J-1000 puis J-1 jusqu'à H-7 et puis c'est à ce moment-là qu'est arrivé ce fameux mini-bog. Eh bien félicitations à tous les ingénieurs EDF et les informaticiens qui se sont enfin reconnectés avec le fameux signal. Il faut dire que les choses étaient assez compliquées. Jean-Pierre Abou l'expliquait dans votre journal, Claire expliquait que le rapport était direct avec l'horloge atomique est passée par satellite, donc c'était pas si facile. Je crois qu'il y a eu en fait 2 mini-coupures qui ont entraîné l'arrivée du groupe de secours et finalement le groupe de secours malheureusement est arrivé un petit peu tard. Bon enfin, on a perdu 7 heures, on n'a rien perdu de la qualité. Voilà. Et nous voilà toujours sur la route de Jean-Luc Villemout qui est intitulé, il faut le dire, The World Wheel. Alors avec des jeux de mots anglais habituels, on pourrait dire la roue monde. La roue mot. Ou la roue mot. Voilà. Jean-Luc Villemout a joué sur les mots. Voilà, c'est le cas de le dire, mais des mots en anglais. The World Wheel. Avec tous ces messages donc recueillis sur Internet depuis le mois de septembre du monde entier. Il y en a eu, je crois, à peu près 600. Il les a sélectionnés, enfin aucune censure, vous le disiez tout à l'heure, sauf ceux à caractère raciste. Et alors que nous sommes maintenant à 44 minutes du début de cette année 2000, nous allons faire un petit tour à Londres. Dès que cela sera possible, en tout cas, puisque eux sont à 15 minutes maintenant, 16-15 minutes de ce temps qui, pour l'instant, pour eux, n'a pas encore basculé. Alors évidemment, Gilles Amado et Renaud Levanquim s'en donnent à cœur joie parce que l'an 2000, ça y est, il est revenu sur la Tour Eiffel et cet an 2000 qui se mêle, se marie à tous ces messages qui sont des messages très, pour certains naïfs, d'autres qui expriment une pensée, puis d'autres qui sont simplement des messages à caractère parfaitement personnel. Ces messages sont très sympathiques à regarder. Cet an 2000 que nous attendons sur TF1 depuis de très longues heures. Grâce à on peut le dire. Grâce à tous les animateurs et les réalisateurs. Et puis ça va, et c'est pas fini, parce qu'après, vous allez retrouver un duo, en l'occurrence Laurence Ferrari et Thomas Hugues. Vous retrouverez donc, eux prendront l'antenne vers 2h du matin, ils seront là jusqu'à 8h. Ensuite, ce sera Roger Zabel, accompagné de Carole Rousseau, qui reprendront l'antenne. Et puis à nouveau Jean-Claude Narcy et puis Charles Villeneuve. Enfin, en tout, une bonne trentaine d'heures. Mais il faut dire, regardez cette image, il faut dire que ça valait le coup, vraiment. On l'attendait, vous l'évoquiez tout à l'heure, on n'y croyait pas tout à fait. Certains d'entre nous se disaient, mais on n'y arrivera pas. Et puis à d'autres moments, on disait, mais non, c'est trop, c'est futuriste l'an 2000. Et puis ça y est, voilà, ça arrive. Puis ça arrive d'ailleurs avec son cortège de banalité. Et puis aussi on peut dire de phénomènes assez décevants, de voir que... et puis peut-être aussi d'ailleurs simplement juste, mais de voir que la nature se venge comme elle s'est vengée de ses atteintes à son environnement ces derniers temps, ou bien encore qu'elle a montré depuis en tout cas samedi dernier qu'elle était parfois la plus forte, plus violente que tous les courants du monde, que tous les courants alternatifs. Mais voilà, c'est l'an 2000, il est là. C'est peut-être pas celui dont on rêvait en 1950, mais il est là. Alors voilà, je crois, à l'image, la roue justement de Cécile Proust, qui projette des images de parties du corps très simples. Vous avez vu des têtes, vous avez vu des têtes, et maintenant ce sont des mains. Effectivement, les deux, voilà, deux femmes. Cette Cécile Proust qui est allée s'inspirer des traditions espagnoles, hindoues. Elle est allée dans le monde entier et elle fait partie au fond de cette école de la chorégraphie française qui est très 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 active. On le sait que la France est un des pays en matière de chorégraphie qui est la plus foisonnante, qui est le plus foisonnant et le plus riche.
Et d'ailleurs, les créateurs du monde entier nous envient notre public et nos amateurs de danse et nos scènes sur lesquelles ces chorégraphes peuvent s'exprimer. Par exemple, à la Bastille. À la Bastille, bien évidemment, à Garnier, au Châtelet. Nous avons énormément de scènes et tous les plus grands chorégraphes du monde viennent chez nous. Et d'ailleurs, faire danser nos danseurs de l'opéra qui sont les meilleurs. Et Cécile Proust est une jeune chorégraphe qui a beaucoup travaillé sur le flamenco, mais aussi la danse orientale, elle l'a fait au Caire d'ailleurs. Oui. Et elle est allée au Japon également apprendre la danse Jintamai. Et surtout, elle s'est initiée au flamenco. Donc. Elle a même étudié pendant 6 mois en Inde la danse Kathak grâce à la bourse Romain Rolland. C'est vraiment une jeune chorégraphe extrêmement curieuse et qui a eu le besoin justement de s'imprégner de toutes les cultures du monde pour les montrer aux Parisiens et à l'ensemble des Français qui regardent actuellement la télévision. Un petit peu comme Jean-Paul Goude l'avait fait lors de ce défilé si réussi sur ces mêmes Champs-Élysées en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française. Ah, on peut peut-être regretter que ce soit la seule femme de ce spectacle, mais... c'est vrai. Une seule aux commandes, ce qui n'a pas été le cas des duos de TF1 quand même, on peut dire. La parité a été strictement respectée. Alors, on nous dit pour l'instant que du côté du Bogue, pour l'instant, aucun problème dans le monde entier, aucun problème. En France, en tout cas, puisque là, voilà maintenant 49 minutes que c'est passé, aucun problème ni dans les banques, ni surtout dans les centrales nucléaires. Vous savez que c'était quand même les grandes inquiétudes. Ça, ce sont les toutes dernières informations telles que nous les communiquent l'AFP, Armel et Olivier. Et pour le moment aussi, Patrick, je ne crois pas de problème majeur sur la sécurité et les mouvements de foule qui, encore une fois, pourraient être importants compte tenu du monde qui s'est amassé au pied sur les Champs-Élysées. Alors on est à Londres maintenant, on a vu la reine, avec son époux, le duc d'Édimbourg, en train de regarder maintenant à 11 minutes précisément sur ce fameux méridien de Greenwich qui maintenant depuis 2 siècles, un peu plus de 2 siècles, oriente la vie générale du monde, va voir passer l'an 2000, Isabelle de Lasgour. Isabelle ? Alors Isabelle, vous qui êtes à Greenwich, pouvez-vous nous dire ce qui va se passer ? Écoutez Patrick, en ce moment même, dans exactement quelques secondes, la reine va inaugurer officiellement ce dôme. Les enfants se sont avancés vers le centre de l'arène, plus exactement de l'emplacement au milieu. La reine s'est levée, elle était assise, elle assistait à différents spectacles. All You Need Is Love a été chanté, entamé, repris par les 10 000 personnes qui étaient sous la coupole. Et puis la reine va donc ouvrir, ou elle est même en train d'ouvrir, plus exactement en ce moment même, cette porte symbolique qui symbolise le passage à l'an 2000. Il faut dire que les Anglais, Isabelle, ont imaginé des festivités particulièrement fastueuses, comme si, Patrick le disait tout à l'heure, ils voulaient être le centre de l'Europe ou même le centre du monde. Absolument, Claire. Nous sommes exactement à 9 minutes maintenant du passage à l'an 2000 pour la Grande-Bretagne. Comme Patrick vous le disait, la Grande-Bretagne ne peut jamais faire comme le reste du monde. Elle est toujours particulière, originale. Mais en même temps, elle revendique cette heure, ce passage à l'an 2000 dans 9 minutes, puisqu'elle revendique son emplacement sur le fameux méridien de Greenwich qui détermine pratiquement l'heure universelle, en fait. Et donc ce qui va se passer en principe dans 9 minutes, maintenant au premier coup de minuit, sur 6 km, la Tamise va s'enflammer, c'est ce que nous disait en tout cas Patrick tout à l'heure. Ça va être une rivière de feu, c'est ainsi qu'elle s'intitule, un spectacle jamais vu, puisque... Absolument. Une rivière de feu, un mur de feu, je dirais même Patrick, et qui en 10 secondes va passer d'un pont à l'autre, enjambant presque tous les ponts qui sont sur la Tamise. Et cela prendra 10 secondes, ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire le temps que le soleil mettra pour se lever demain sur l'an 2000. Alors c'est très impressionnant parce que je crois que tous ces feux d'artifice, on ne peut même pas parler de feux d'artifice, tellement le spectacle pyrotechnique est aujourd'hui extrêmement informatisé, vont être tirés d'immenses barges qui se trouvent sur la Tamise.
d'immenses barges qui ont été amenées sur la Tamise. Et je dois dire, Patrick, que tout le monde était un petit peu inquiet parce qu'il y avait eu quelques couacs hier. On sait que la Grande Roue n'a pas pu faire son tour inaugural avec les invités qui étaient prévus. Et ces barges ont été amenées très tard ce soir. On craignait que le temps ne fût mauvais, mais en fait il fait froid. Mais il ne pleut pas, ce qui est quand même une très bonne chose pour les Anglais. Tous ces Anglais qui par millions sont sortis. Je dois dire qu'il y a énormément de monde. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes venus par le métro ici à Greenwich. Et vous ne pouvez pas imaginer, on se serait vraiment cru les jours de bousculade dans le métro. Eh bien, on vous retrouve dans 8 minutes donc pour votre passage à l'an 2000 et nous on se retrouve en attendant sur les Champs-Élysées avec un zoom que va nous réaliser Gilles Amado sur l'onde sonore. C'est une roue que vous n'avez pas encore vue ni entendue et Dieu sait si c'est important en l'occurrence, car cette onde sonore qui est donc la roue numéro 7, je rappelle qu'il y en a 11 en tout. Cette onde sonore a pour père Louis Dandrel. Et Louis Dandrel n'est pas n'importe qui, il a été un de nos confrères, puis il a travaillé pendant longtemps au Monde, il a dirigé et même fondé le Monde de la musique, il a créé Radio Classique, il a été directeur de France Musique. C'est vous dire que c'est un passionné de musique et il adore en fait, comment dire, je ne dirais pas triturer les sons, mais enfin être une sorte de designer sonore. Un couturier des ondes, voilà. C'est comme ça qu'il s'appelle, il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Et ce qu'il nous réalise est c'est vrai, assez impressionnant. Alors on les a aperçus, des musiciens dans des nacelles, dans 6 nacelles, qui sont à plus de 30 mètres du sol, près des étoiles. Et puis aussi en bas, un orchestre, vous l'avez vu, l'orchestre de la Fanfare au Loup, qui va jouer un répertoire assez hétéroclite, assez particulier, de Purcell à Bach, en passant par Haydn, Schumann, également du jazz et des musiques populaires. C'est la roue qui est dévolue à la musique, imaginée donc par ce Louis Dandrel, compositeur de musique contemporaine, ayant bien sûr travaillé à l'IRCAM avec les jeunes talents. Alors, Louis Dandrel a eu une idée intéressante. Je ne sais pas si elle est perceptible à l'antenne. Je crois qu'elle l'est davantage pour les spectateurs qui sont situés tout près de sa roue. C'est qu'il a voulu représenter les deux voûtes célestes, donc l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, du moins dans son esprit, telles qu'elles seront visibles ce soir-là. Et sur la structure métallique seront représentées les grandes constellations. Donc, avant minuit, là, il y a à peu près 1 heure, il y avait 8 paraboles qui diffusaient le chant des étoiles. On nous dit, et je crois qu'on peut le croire, que ces ondes électromagnétiques qui proviennent de l'espace ont été captées, qu'elles ont été décodées par des astrophysiciens à l'observatoire de Nancy, dans le Cher. Et puis là, après, il va y avoir un autre spectacle qu'on vous racontera une fois qu'on serait repassé par Londres. Parce que ce qui se passe à Londres est quand même assez magique, Patrick. Dans 5 minutes, Patrick, alors. Oui, dans 5 minutes, si je me fie à la grande aiguille de Big Ben, qui mesure plus de 2,5 mètres, dans un petit peu moins de 5 minutes, effectivement, l'Angleterre va passer le cap de 1999, enterrer 1999 et rentrer aussi dans l'an 2000, faire comme tout le monde. Peut-être que le feu d'artifice qui va démarrer tout à l'heure sera recouvert par 200 coups de canon à blanc tirés depuis l'arsenal de Woolwich qui se trouve non loin d'ici, non loin du pont de Westminster. Il va y avoir beaucoup de bruit. Il y en a déjà pas mal autour de moi et j'aurais bien voulu qu'on vous montre la foule qui piétine maintenant depuis 3 heures et qui n'a cessé de grossir et qui a envahi nos installations, nos cars. Regardez la foule autour de nous. Ah oui, on la voit, on l'entend. Je ne sais pas si vous la voyez aussi. On la voit, oui. On a vu l'orchestre également. Ils sont très très excités. La tension monte au fur et à mesure que le décompte avance vers minuit. Alors ce minuit, ça va être sonné par le Big Ben, le premier Big Ben de Big Ben, forcément. Nous, on a la Tour Eiffel, la plus grosse cloche. Big Ben. La plus grosse cloche, elle pèse 17 tonnes. Ce grand carillon qui a sonné l'heure pour l'Empire britannique sur lequel, disait-on, le soleil ne se couchait jamais. Les choses ont changé. C'est l'horloge des hommes et comme disait Bozo, le grand poète, peut-être que c'est l'horloge de la nature maintenant qui compte davantage. On s'en est rendu compte en France il y a quelques jours. Et pour l'instant, tout le monde ici en Angleterre est branché sur cette... Tout le monde est
branché sur cette grande horloge. Et le décompte va commencer. On en est à... Eh bien, dans 2 minutes et 36 secondes, très précisément. Et à ce moment-là... 2 minutes et 36 secondes. Je crois, donc, comme vous nous l'expliquiez, je crois que la Tamise s'enflammera. On reviendra à vous dans quelques instants, dans 1 minute ou 1 minute ou 2 maximum. D'accord. Alors, retour au champ, Claire. Nous voilà sur la 8e roue, la roue Âge de Gilles Rode, qui lui aussi est à la tête d'une compagnie de comédiens de rue, la compagnie Trans-Express. Ils font du théâtre de rue. Et cette roue est celle symbolise à la fois le malheur et la fortune. Et en fait, il y a plusieurs roues dans ce spectacle. Une grande, et qui est plutôt la roue du passé, la roue du malheur, et une petite horizontale cette fois. C'est de l'originalité d'ailleurs de cette roue de Gilles Rode, qui elle est plutôt symbolise plutôt la roue du futur. Gilles Rode qui a fait appel souvent à des jeunes je le disais, de banlieue ou de quartiers difficiles, avec cette compagnie Trans-Express, et qui est, il faut le rappeler, avec l'un de ses amis, Pierre Obidon, le cofondateur d'Archaos, qui est une sorte de cirque. Alors 1 minute 15 secondes pour le passage à l'an 2000 pour vous, Patrick. On pense à vous à Londres. On a vécu ça. Patrick, je crois que ce qui est terrible, c'est qu'on ne va pas entendre Big Ben sonner. C'est un très beau mi, très profond, que tout le monde connaît, surtout ceux qui écoutent la BBC. Mais on ne va pas l'entendre. La clameur est telle, la folie est telle autour de nous, de ce demi-million de personnes autour du pont de Westminster, qu'on ne va pas l'entendre. Je crois que ce sont les premiers coups de canon. Alors, de toute façon, c'est pas grave qu'on l'entende pas, parce que on va voir à ce moment-là la Tamise s'enflammer sur un parcours de près de 5 km et avec une chaîne incandescente qui va se propager pratiquement à la vitesse de 1000 km/h. Oui, c'est-à-dire que entre le moment où la première flamme va enflammer les premiers feux d'artifice sur le pont de Londres et le moment où la flamme va atteindre le dernier pont, le Vauxhall Bridge, il va se passer 10 secondes. 10 secondes pour 5 km, c'est à peu près 1000 km/h. Eh bien 10 secondes, c'est ce qui vous reste à vivre. J'entends Big Ben. Non, laissez-moi davantage, j'ai envie de voir l'an 2000. C'est fait, vous l'avez passé. Alors on n'a pas entendu Big Ben. Bonne année, Patrick. Bonne année, Patrick. Bonne année à Isabelle et à Patrick. Bien Big Ben, très très bien même. On entend Big Ben fort et clair. Très très beau, magnifique. Le feu d'artifice doit durer 15 minutes. Il y a beaucoup de bouchons de champagne qui ont sauté aussi en même temps. Je me doute. Vous disiez tout à l'heure, s'il y avait la télévision avec les parfums, on le remarquerait. Et c'est vraiment un son à la fois traditionnel et profond et qui rappelle l'histoire de l'Angleterre, je trouve. Donc c'est vraiment le choc à la fois du passé et du futur. Oui, parce que les monuments sont assez raides, sont très solennels, avec ce temple du parlementarisme juste derrière nous, Westminster, la Chambre des communes. Mais c'est la jeunesse qui est autour. C'est la jeunesse qui va diriger, qui va faire vivre l'Angleterre de demain, qui a 14 ans, 15 ans, qui est déchaînée, qui hurle, qui est très excitée par l'odeur de la poudre, par la fumée, par les bruits, et puis par la beauté du spectacle et la majesté du spectacle. Alors on sait qu'il y a une traditionnelle rivalité entre Français et Britanniques, on l'évoquait tout à l'heure, mais vraiment vous pouvez féliciter vos amis anglais parce que ce spectacle est tout à fait impressionnant. Depuis maintenant 1884, c'est le méridien de Greenwich qui décide au fond de ce qu'est la ligne de partage entre les deux mondes et non plus le méridien de Paris qui fut pendant très très longtemps, alors que la France était une grande puissance maritime, qui fut longtemps le phare de ce partage du monde. Aujourd'hui, c'est le méridien de Greenwich et c'est là où s'est dirigé en 10 secondes donc cet embrasement spectaculaire de la Tamise.
Il faut rappeler que ce sont des images qui nous sont fournies par le consortium auquel nous avons adhéré pour passer cet an 2000 d'une cinquantaine de télévisions dans le monde entier, dont la BBC, TF1 pour la France et la BBC pour l'Angleterre. Et c'est grâce à eux que nous avons le plaisir de vous montrer ce magnifique passage à l'an 2000. Les font dans l'emphase. Tony Blair, leur Premier ministre, aussi a fait dans l'emphase puisqu'il avait annoncé qu'il souhaitait que l'Angleterre devienne, au début de cet an 2000, le phare du monde en ce qui concerne la tolérance, la liberté et le commerce. Donc pour l'instant, c'est le phare du monde en ce qui concerne les lumières multicolores et le feu d'artifice. Oui, incontestablement, il y a chez les Anglais une volonté beaucoup plus politique que dans d'autres endroits où on a vu passer le monde. On s'en est un petit peu rendu compte ce matin à Sydney, où il y a aussi cette importance, évidemment, puisqu'on est à l'aube d'une année qui va voir naître les Jeux Olympiques à Sydney, mais surtout, je trouve, en ce moment même, à Londres. Oui, l'Angleterre veut marquer très fortement ce passage, et d'ailleurs a mis tous les moyens pour cela, grâce à un mode de financement très original. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais vous savez que ces festivités sont financées par la Loterie nationale, qui n'existait pas en Angleterre il y a un an, et qui a dégagé des dizaines de milliards de livres qui ont servi à financer ces festivités, qui se voulaient les plus grandes au monde, puisqu'on dit que l'Angleterre a dépensé autant que le reste du monde réuni pour les festivités du Millénium. Avec d'ailleurs, Patrick, un début de polémique sur le coût de ces festivités, bien sûr, qui, vous le disiez, ont été financées de façon particulière, mais qui tout de même ont soulevé pas mal de critiques. Oui, bien sûr, parce que l'Angleterre est une société très inégalitaire. Et si Londres, le centre de Londres, semble très opulent aujourd'hui, les quartiers périphériques sont très pauvres. Vous savez que la sécurité sociale est loin d'être généralisée, qu'il y a énormément de laissés pour compte dans cette société anglaise. Voilà, il est 1h04 maintenant. Patrick, on vous laisse quelques instants. Je crois qu'on a suffisamment rendu hommage à ce magnifique spectacle que les Britanniques nous ont offert tout à l'heure. On revient donc sur les Champs-Élysées avec toujours le mixage d'images entre cet an 2000 qui enfin est revenu sur la Tour Eiffel. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas à l'antenne il y a quelques minutes, ça y est, c'est né. Et qui va rester un certain temps d'ailleurs cet an 2000. Toute l'année. Et puis on verra après pour l'an 3000, enfin on ne sera peut-être plus là. Mais en tout cas, il est revenu et Paris, en tout cas la Tour Eiffel, continue à illuminer de tous ses feux la capitale et puis une grande partie de la France. Et ce spectacle des roues qui se poursuit sur les Champs-Élysées avec toujours quelques images grâce à Mathias Ledoux de la 8e roue, la rouage de Gilles Rode et de la compagnie Trans-Express, je vous le disais, de la roue du malheur à la roue de la fortune, avec au pied de cette roue un fourmillement humain de danseurs et d'acrobates qui symbolisent d'une certaine façon des galériens qui rament. On a vu également tout à l'heure sur cette roue un bedeau qui a grimpé le long d'un mât de cocagne depuis minuit. Et il est pratiquement arrivé en haut. Et il est censé frapper sur une cloche les 12 coups qui annoncent le spectacle. Et puis c'est ensuite que la parade a pu commencer. Là encore, l'homme de Léonard de Vinci est présent. On a toujours ce symbole de cette roue de Léonard de Vinci qui a visiblement beaucoup inspiré les créateurs de ces roues des Champs-Élysées. Alors, comme on va avoir largement le temps de revenir sur cette roue qui est très intéressante, je vous signale, qu'il n'y a aucun problème du côté de l'EDF, nous signalons aucun problème pour le réseau électrique français, à l'exception bien entendu de tout ce que l'on connaît pour les 500 000 foyers qui sont pour l'instant toujours sans électricité. Aucun problème pour France Télécom, aucun problème pour le tunnel sous la Manche, puisqu'on a beaucoup évoqué cette amitié franco-britannique. C'était important de le dire, donc pas de problème de bog. Et aucun problème dans le monde aussi, visiblement. Pour l'instant, rien du tout. Rien de majeur, en tout cas signalé. Dans quelques instants, on se retrouve après une toute petite page de publicité.
Finalement, la voiture de demain ressemble furieusement à la 206 2000 et à toutes celles que vous découvrirez aux journées high-tech Peugeot du 3 au 17 janvier 2000.